Alors, chers amis du CELQ, Culture et Écriture des Libanais et Libanaises au Québec, bonjour et bienvenue à notre dernière conférence de 2025. Alors, en ce 22 novembre, nous conjuguons aujourd'hui le mois du patrimoine libanais au Canada avec la fête nationale du Liban pour vous offrir une autre facette culturelle du pays. Je veux souhaiter la bienvenue à notre conférencière, Madame Randa Roussoub, avec qui nous allons parcourir le chemin du jazz depuis son lieu d'origine jusqu'à sa version libanaise. Euh, Avant de passer la parole à notre secrétaire général Frida Ambar pour présenter Madame Roussoub, j'aimerais encore une fois vous demander, s'il vous plaît, de garder vos micros fermés en tout temps. À la période de questions, vous pourrez rouvrir vos micros pour poser vos questions. Mais pour l'instant, et afin de ne pas perturber la séance, donc faites attention, s'il vous plaît, à garder vos micros fermés. Merci beaucoup et à tout à l'heure pour la période de questions. Frida, à toi. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et il me fait vraiment grand plaisir de présenter Renda, qui a eu l'amabilité de nous offrir cette conférence sur un sujet qui est certainement passionnant. Donc, Renda Roussoub est une chanteuse de jazz libano-canadienne, considérée comme la première chanteuse de jazz libanaise. Née au Liban, elle a découvert sa passion pour le jazz durant la guerre civile libanaise. C'est là qu'elle s'est immergée dans l'univers du jazz et de la musique noire américaine, découvrant Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Dinah Washington, Louis Armstrong et bien sûr Miles Davis. Après avoir immigré à Montréal, elle a poursuivi sa carrière musicale, développant un style unique, influencé par ses racines orientales, européennes et nord-américaines. Elle chante dans 4 langues et est reconnue comme pionnière du jazz à travers le Moyen-Orient. Sa voix est décrite comme veloutée, profonde, sensuelle et subtile, naviguant entre jazz et mélancolie. Elle a à son actif 5 albums et elle se produit très souvent en concert entre New York, Beyrouth, Montréal. Donc, voilà. Maintenant, on a essayé de partager des fichiers musicaux, mais malheureusement, on a des limites avec Zoom récemment. Donc, on essayera à la fin de la conférence de vous orienter vers un site où vous allez pouvoir écouter. Donc, Renda, si tu es prête, le format de la conférence se déroulera sous forme de questions-réponses. Et à la fin, on ouvrira le micro pour vos questions, vos commentaires, comme d'habitude. Bonjour tout le monde Bonjour, Renda. aussi à cette conférence pour ceux qui se sont réveillés tôt le matin et pour les gens en Europe et à Beyrouth. Malheureusement, oui, il y avait un fichier musical. J'avais demandé à mon pianiste, Art Hirahara, de nous jouer d'une manière jazzy l'hymne national libanais, vu que c'est la journée de l'indépendance. On a eu ce petit problème technique, donc on va garder le lien pour après. Pour compenser, je vais quand même vous faire un petit cadeau. Je vais vous porter mon chapeau musical. Donc voilà, tous les instruments qu'on utilise pour le jazz, que vous pouvez voir sur ma tête. Parfait. Donc, pour nos auditeurs qui découvrent peut-être cet univers musical, j'aimerais qu'on commence par poser les bases. Le jazz est souvent perçu comme une musique complexe, voire élitiste, mais c'est avant tout une forme d'expression artistique née d'une histoire riche et d'une culture métissée. Pouvez-vous nous expliquer, Randa, ce qu'est réellement le jazz et quelles sont ses caractéristiques essentielles qui le distinguent des autres genres musicaux? Alors, le jazz a commencé en Amérique. C'est une musique afro-américaine qui s'est répandue surtout au début du siècle en Nouvelle-Orléans et qui s'est développée petit à petit et qui a atteint d'autres villes américaines. On peut aller dans les bas-fonds de Chicago où le blues s'est développé, mais le pur jazz a été un peu partout aux États-Unis. Le jazz, c'est une musique qui est basée sur un langage musical entre les instruments. Donc, ce n'est pas une musique classique qui est écrite précisément avec des silences, des notes blanches, des notes noires, des arrêts. Non.
Il y a beaucoup plus de liberté, il y a la liberté de l'improvisation. C'est vrai qu'il y a un fakebook de jazz avec tous les standards qui y sont inclus. Donc, le musicien part d'une partition sur laquelle il va jouer. Cependant, il a toute la liberté d'aller dans des solos et de converser avec les autres instruments. Et chaque instrument, à son tour, prend un moment pour faire son solo. C'est en fait un dialogue. On peut entendre le langage entre les musiciens si on se concentre vraiment. Voilà pourquoi les gens, ils ont un peu de difficulté à aimer le jazz ou à comprendre le jazz, parce que ça prend une écoute. Comme la musique classique, c'est pas de la pop music, c'est pas une musique qui est facile d'abord. Elle ne va pas créer un verre d'oreille dans votre tête si vous écoutez pour une première fois un morceau. Cependant, en l'écoutant X fois, vous allez pouvoir comprendre la ligne, la mélodique. Ce qui est intéressant avec le jazz, c'est que le jazz n'est jamais le même. C'est une musique qui se transforme. C'est-à-dire, si aujourd'hui je chante avec des musiciens, et on a un répertoire précis, il ne sera pas le même demain. Ça sera les mêmes morceaux, les mêmes chansons. Cependant, ça va évoluer. Et c'est une musique qui dépend beaucoup du mood, du feeling des musiciens qui y participent. C'est comme quand on se réveille le matin, on est soit de mauvais pied, soit de très bonne humeur, et ça donne le ton à votre journée. C'est pareil pour le jazz. Une fois sur scène, chacun, il arrive avec ses états d'âme, et c'est là où la conversation commence vraiment en fonction du mood de chaque personne. Et c'est pour ça que quand on enregistre du jazz, on sort d'un studio avec un album, on est souvent pas déçu, mais on est passé à autre chose et la musique ne ressemble plus au moment présent. C'est ça qui est intéressant et c'est ça qui l'a fait évoluer constamment. Pour être élitiste, parce que vous avez posé cette question, il n'y a pas d'élitisme dans le jazz en tant que tel. C'est une musique qui a commencé dans les bas-fonds, chez les Noirs, qui étaient persécutés avec le racisme, la ségrégation, tout ça. Cependant, il a évolué, il a été dans les salons, il a été Scott Fitzgerald dans Le Grand Gatsby, il a beaucoup thématisé sur le jazz et ça a été une musique qui a vraiment accompagné les grandes soirées américaines à un moment donné. Cependant, oui, il y a eu un moment où les Noirs n'avaient pas accès ni au bus, ni à des clubs. Tout le monde connaît cette légende, peut-être vous l'avez lu sur les réseaux sociaux que Marilyn Monroe était intervenue en faveur d'Ella Fitzgerald pour qu'elle puisse chanter dans un club américain euh, de standing. Donc, cette musique, elle a été aidée par des Blancs pour évoluer, sinon elle serait restée vraiment dans un milieu noir. Aujourd'hui, il y a de très grands musiciens, d'ailleurs, blancs de jazz, autant que la musique a évolué, et de grandes voix aussi de jazz blanc parce que dans le jargon, on dit blanc et noir, malheureusement. Je vais juste finir avec une chose, c'est l'origine du mot jazz, qui n'est pas très bien définie jusqu'à présent. On dit que ça vient de l'expression du slang américain, donc de l'argot jazz ou jazz avec deux S ou jazz seulement avec un Z, et qui ça, c'est une théorie qui veut dire que c'était utilisé au baseball pour indiquer la verve, le vif, le vim. Il y a aussi d'autres suggestions qui disent que ça vient aussi du slang américain et qui veut dire jism avec un G ou jism avec un J et qui a des connotations sexuelles. Alors, ce n'est pas très clair d'où vient le mot jazz. Cependant, le mot est très joli à mon humble avis. Je Merci, merci. On sait que le jazz a voyagé bien au-delà de ses racines américaines pour s'implanter sur tous les continents. Comment le jazz s'est-il donc développé dans les différentes régions du monde? Et pourriez-vous nous éclairer sur les principaux styles et courants? Oui. Alors, le jazz, il est souvent métissé et ça crée une confusion par rapport au jazz parce que on a tendance à lui coller toujours une autre appellation.
Alors, on peut entendre Latin jazz, on parle de Brazilian jazz, on peut entendre parler d'Oriental jazz. Le jazz, c'est le jazz. C'est-à-dire, c'est une formation musicale qui se base sur des improvisations en se basant au départ sur une partition quelconque et qui évolue. Maintenant, quelle saveur on lui donne, ça revient au voyage du jazz, justement. Le jazz, par exemple, cubain, il n'y a pas de jazz cubain, il y a de la musique cubaine, mais on peut interpréter d'une manière d'improvisation le jazz en lui donnant des saveurs cubaines, d'où on fait intervenir beaucoup de percussions et des instruments spécifiques cubains. Par rapport à la musique orientale, il y a plusieurs musiciens qui se sont basés sur le ma'am oriental et qui l'ont fait évoluer avec des improvisations, ce que déjà dans la musique orientale on sait faire, et qui l'ont fait évoluer donc dans une saveur assez précise, avec des instruments aussi qui viennent de notre pays ou qui ont été arrangés par rapport à ça, comme qui est le cas de Brahim Malouf avec la fameuse trompette de son père qui a été ajustée au quart de ton. Pareil pour Rabia Abou Khalil, qui est un oud player. Il joue le oud et qui a développé un jazz oriental, s'il faut utiliser le mot, en jouant sur le oud des partitions de jazz ou en composant lui-même. Le jazz brésilien, il a sa spécificité d'être pas du jazz, mais de la bossa nova. Des musiciens comme Antonio Carlos Jobim ou bien comme Gilberto Gil ou tous ces grands noms de la musique brésilienne ont développé une musique brésilienne, un son qui est assez particulier à eux, mais qui a été aussi métissé avec le jazz à un moment donné et qui donne un jazz un peu brésilien. Le jazz a beaucoup voyagé. Au début des années 50, il était en pleine expansion aux États-Unis, il est arrivé en Europe. Dans le cas de la France, par exemple, il y a un jazz manouche qui s'est développé, celui de Django Reinhardt, le guitariste, qui a fait un jazz très gypsy. Ou bien, par exemple, dans le cas de Stéphane Grappelli, un violoniste français qui a introduit le violon dans le jazz et qui a donné une sonorité nouvelle au jazz et qui est très intéressante et qui est très, très belle. Il y a aussi Miles Davis qui a vraiment ancré le jazz en France en développant, en composant la musique du film Nouvelle Vague, Ascenseur pour l'échafaud de Mal. C'était en 1958 et qui a vraiment fait exploser le jazz par rapport à la France. Et c'est comme ça qu'au caveau de la Huchette, on a assisté à de très, très belles soirées de jazz franco-français. Donc voilà, en gros, pour le voyage du jazz un peu partout dans le monde. Il est même arrivé en Inde, où il est très proche d'ailleurs de la composition indienne. Il y a Zakir Hussain, qui a travaillé aussi la musique du jazz dans un style indien. Voilà, pour illustrer quoi, les exemples. Et ça part sans arrêt dans toutes les régions du monde. Merci beaucoup pour cette mise en contexte très, très détaillée. Et là, on va approcher bien sûr de notre sujet de la rive libanaise. Donc, le Liban occupe une place particulière dans le paysage culturel du Moyen-Orient et le jazz, et y a trouvé sûrement un terrain fertile. Des festivals emblématiques aux clubs intimistes, en passant par l'évolution des programmations au fil des décennies. Le pays a donc développé sa propre scène de jazz. Pouvez-vous donc maintenant nous raconter l'histoire du jazz au Liban et comment cette scène s'est-elle construite? Quels ont été les festivals marquants, les lieux incontournables et comment la programmation a-t-elle évolué au fil des années? Oui, bien sûr, puisque le Liban, c'est notre thème du jour et notre racine à tous. Euh, le jazz est arrivé au Liban, c'est dans les années 56, en fait, que le Festival international de Baalbek a été fondé par feu président Camille Chamoun. Et puis, Madame Meya Harida a été sa coéquipière depuis 1973, si je ne m'abuse.
jusqu'à 2003, en fait, jusqu'à son décès, non, plutôt en 2016, elle est décédée. Donc, mais elle a arrêté de travailler avant son décès, donc elle a un peu lâché les rênes du festival. Sur le comité du festival de Baalbek, il y avait Waji Hursou, qui vivait en France et qui, lui, glanait tous les artistes qui passaient par la France, vu que c'était devenu un lieu parce que l'Amérique, c'est pas tout le monde qui voyageait aux États-Unis à l'époque et qui pouvait savoir dans les milieux des jazz très américains qui pouvaient être d'un grand intérêt. Sauf évidemment les très grands noms qui ont éclaté mondialement. Et là, tel est le cas d'Ella Fitzgerald ou bien Miles Davis ou bien Charles Mingus, enfin ces gens-là qui ont transité par le festival de Baalbek dans les années 70. Les années 70 ont été très riches au Liban vu qu'en 71, Ella Fitzgerald est passée, en 73, Miles Davis, en 1974, Charles Mingus est passé, le bassiste américain, et enfin, ce qui était très important, en 1974, le Modern Jazz Quartet. C'était un quartet qui était très, très en vogue à l'époque avec John Lewis au piano, Milton Jackson au vibraphone, Percy Heath, à la double basse et puis Connie Kay aux drums. Et ces gens-là faisaient un jazz qui était qu'on appelle cool jazz ou bien le style bebop, vu que dans le jazz, il y a plusieurs styles. On part du Dixieland au ragtime, au bebop, au swing, voilà. Donc, il y a eu plusieurs airs de jazz avec des styles différents qui se sont développés. Malheureusement, en 74, c'était un des derniers concerts. La guerre a éclaté en 1965 et le festival a été suspendu pour des années, de très longues années. Ce n'est qu'en 1998 qu'ils sont revenus avec un grand concert qui était un groupe français qui est le Urban Sax et qui était fondé par un saxophoniste français qui s'appelle Gilbert Hartmann. Et c'est juste un groupe de saxophones qui ont fait, qui font une musique, euh, je dirais, un peu mécanique. C'est une musique qui explose. Vous pouvez imaginer plein de saxophones ensemble en train de jouer. Donc, c'est vraiment, ça vibre fort. Euh, après, il y a eu la venue du Premier ministre Hariri, Rafi Hariri, qui a quand même aidé le Liban à se développer. Et il y a eu de belles années de gloire par rapport au Festival de Baalbek et d'autres festivals qui ont vu le jour ou qui ont quand même repris la croisière. Donc, à partir de ce moment-là, je vais quand même prendre mes fiches. À Baalbek, on a vu de très, très grands noms. Donc, de 98 jusqu'en 2019, je vais vous les citer. Gilberto Gil, un guitariste brésilien. Ahmad Jamal, un très grand pianiste américain. Le Dizzy Gillespie All-Star Big Band. Ce sont des musiciens qui ont travaillé avec Dizzy Gillespie ou des jeunes qui se sont greffés au groupe et qui développent encore la musique du grand Dizzy. Youssef est passé, c'est un joueur de oud tunisien. Il a donné un très beau concert. Pareil pour notre cher Rabia Abou Khalil, qui est aussi passé par le temple de Bacchus. Un très beau concert auquel j'ai assisté et qui était magnifique. Bob James, Lisa Simone, qui est la fille de Nina Simone, qui a donné un concert. Il y a eu le trio Gardel en hommage à Carlos Gardel. Ben Harper, c'est un chanteur-compositeur qui a quand même 3 Grammy Awards. Et enfin, Mélodie Gardot. Je ne vais pas oublier quand même les artistes libanais, dont Brahim Malouf, qui est passé au festival de Baalbek. Et puis, comme je l'ai cité, Rabia Abou Khalil. Et à plusieurs reprises, Rabia Abou Khalil est passé en 1999 et en 2004. Et puis notre cher Brahim Alouf en 2016, 2017, 2018. Et là, cet été, il est passé en compagnie de Oussama Rahbani et Hiba Tawaji pour juste un morceau. En parallèle, à Baalbek, Beit Edine s'était déjà développé. Nora Jomblat avait pris les rênes donc, depuis 1987. Le festival a pris son envol dès 1995 et des programmations très intéressantes ont été faites parce qu'ils ont cherché à développer un autre créneau. Et chaque festival a essayé de développer quelque chose de différent qui lui est particulier et une identité différente. On a pu assister à Didi Bridgewater en 1997
à Beit Edin, Betty Carter, énorme, gigantesque chanteuse de jazz, qui était accompagnée par le pianiste américain McCoy Tyner. Il y avait Tito Puente avec son Latin Jazz ensemble. Donc là, on était en pleine musique cubaine. Jessie Norman, qui est quand même une chanteuse lyrique, est passée par le Festival de Beit Edin en présentant un programme assez spécial. Elle a fait un hommage à Duke Ellington, donc c'est le Sacred Ellington. C'est la musique sacrée d'Ellington. Ute Lemper, une chanteuse allemande qui a fait beaucoup de musicals, mais aussi qui s'est intéressée au jazz, est passée par Beit Edin. Et là, je vais vous mentionner un musicien que j'aime particulièrement, un saxophoniste libanais qui vit en France, qui avait commencé auprès de Ziad Rahbani pendant quelques années, et puis après, il a pris son envol, Toufi Farouk. C'est un saxophoniste que je recommande vivement et qui est passé par Beit Edin. Chick Corea, le pianiste, est passé par Beit Edin. Brentford Marsalis, avec son quintet, un grand saxophoniste américain, est aussi passé par le festival de Beit Edin. Madeleine Pérou, la grande chanteuse canadienne Diana Krall, Pink Martini, le groupe d'Oregon américain, qui font plus une musique de grands standards. Ils ont touché à un répertoire très mondial. Ils ont même fait des morceaux en arabe. Phonétiquement, la chanteuse a réussi à le faire. Ils sont passés, je crois, à 2 reprises à Beit Edin. Ziad Rahbani, évidemment, a toujours été de la programmation de Beit Edin, le grand George Benson, le Dizzy Gillespie All-Star Big Band, après être passé par Baalbek, sont revenus à Beit Edin. Je les accompagnais avec toute humilité. Donc, voilà pour vous dire que Beit Edin a été vers une programmation très, très variée. Déjà un peu plus jeunes, ils ont introduit le chanteur, le crooner palestinien Omar Kamal, qui a fait un répertoire magnifique de Frank Sinatra. Et voilà, donc il y a eu évidemment un ralentissement avec la Saoura, avec la révolution et puis avec la pandémie. Là, ça reprend tranquillement et gentiment. En 2023, il y a eu une programmation plutôt locale avec le pianiste Arthur Satian et une contrebassiste libanaise, Donna Khalife, qui est en train de grandir. Et puis l'été 2024, il y a eu un musical qui a été composé et écrit par Cole Porter, un très grand compositeur de jazz, et qui s'appelle Anything Goes. C'était intéressant parce que c'était en arabe et c'est Carole Smeha qui a interprété qui était la protagoniste de ce musical. Je vais me pencher rapidement sur le festival de Zou Mkaïl, qui était géré par Zal Fahraoui. You still want your picture on it? On n'en a plus la charge. Zal Fahraoui, elle a été plus vers une programmation de blues plutôt que de jazz, justement pour donner une identité un peu différente à son festival. Elle a reçu le Chicago Blues Band. Je suis quand même passée par ce festival avec le grand pianiste américain Cyrus Chestnut, encore avec toute humilité. En 2011, ils ont eu le Room Full of Blues, il y a eu le California All-Star Blues Review. Ziad Rahbani a toujours été un grand invité de tous les festivals. Otis Grant, c'est un Libanais du nom de Fred Bishti. Feu Otis Grant, il est décédé malheureusement, mais c'était un bluesman libanais qui a fait carrière entre les États-Unis et l'Angleterre. Et finalement, ils ont reçu quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup grandi. Quand je l'ai vu au Festival de Zou, il était encore un jeune musicien qui jouait sur sa mélodica pour faire un peu le fou, mais qui a connu un succès fou aux États-Unis en étant le directeur musical du programme de Stephen Colbert à la télé. Et je parle de Jonathan Baptiste, qui aujourd'hui est récipiendaire de 7 Grammy Awards et dont la carrière explose. Donc voilà, donc le Festival de Zou a été quand même vers quelque chose de très spécial et identitaire. Le festival de Byblos, lui, il a voulu aller vers une programmation beaucoup plus jeune et dans des sentiers différents.
pour ne pas se confiner à une programmation traditionnelle et avec de très grands noms. Ils ont amené de très grands noms, mais qui étaient parfois moins connus ou beaucoup plus original, je dirais. Ils ont amené un groupe de soul et de gospel, le Blind Boys of Alabama. Ils ont amené un très grand chanteur de blues, John Mayall. Ils ont amené un trompettiste suisse avec son quartet, très connu, Eric Truffat. Le Brad Meldo Trio, qui est passé aussi, c'est un pianiste américain. Le Buena Vista Social Club avec Omar Aportuendo. Donc là, ils ont introduit de la musique cubaine en plein. Ils ont amené la chanteuse d'Azerbaïdjan, Azeri Aziza Mustafazadeh, en 2005, je crois, si je ne me trompe, si je ne m'abuse. Le Chucho Valdés avec Michel Legrand. Donc, Chucho Valdés est un très grand pianiste cubain. Il a fait face à Michel Legrand. Donc, c'était un concert de deux pianos extrêmement original et d'une puissance musicale extrêmement intéressante. Ils ont introduit un chanteur, pianiste, compositeur canadien qui a fait ses études ici à McGill et qui s'appelle Chili Gonzalez et qui a fait une très grande carrière en Allemagne. On est vu au début dans la pop et le rock et qui a une base de musique classique et qui a développé un jazz après. Donc lui, il a été offrir un concert à Byblos, très original parce que Chili Gonzalez n'était pas encore très connu. Et c'est là où on voit l'originalité de la programmation, de la direction du Festival de Byblos. Ils vont surtout vers les jeunes. Ils veulent attirer des jeunes et parler aux jeunes. Donc, ils vont vers une programmation moins traditionnelle, comme je l'ai déjà mentionné. Ils ont reçu Jamie Cullum, un très grand crooner anglais, le Paco de Lucia, qui vient de Cadiz, un très, très grand guitariste de jazz et flamenco. Euh, Gregory Porter, un très grand chanteur aussi de soul et jazz américain. Et puis le grand guitariste Toquinho, brésilien, qui est venu accompagné de Maria Creusa, qui est une grande chanteuse et qui ont fait un répertoire magnifique d'Antonio Carlos Jobim et de Vinicius Mora- Moraes. Pardon. Donc, comme on voit, le festival de Byblos va vers de nouvelles couleurs, vers de nouvelles programmations un peu plus recherchées et plus ils sont en train de défricher la scène du jazz international pour chercher des choses un peu plus originales. Au niveau des clubs, au Liban, parallèlement au festival, on a le traditionnel Blue Note Café. Il faut bien mentionner café parce que ils n'ont pas le droit d'utiliser le nom Blue Note, qui est un très grand club de New York et qui aujourd'hui a ouvert ailleurs dans le monde. Mais ce Blue Note Café de la rue Macroul a quand même vu défiler beaucoup, beaucoup d'artistes très importants au Liban. Il y a eu aussi un club qui s'appelle le Mojo dans les années 2000. Alors, à sa tête, c'est Walid Akar qui a amené pas mal d'artistes. D'ailleurs, il a sorti un livre que je vais vous montrer, voilà, où il y a toute la programmation de ce club qui a défilé. Je ne sais pas si vous le voyez clairement, Ben, c'est un peu flou, je ne sais pas pourquoi. un peu flou. Bon, c'est pas grave, oui. Il faut peut-être l'éloigner de la caméra. Oui. Oh, oh, voilà, on voit un peu Jazz et Blues Encounters in Lebanon. C'est un livre que vous pouvez vous procurer chez Antoine, si vous êtes vraiment démordu comme moi, et qui inclut toute la programmation, donc tous les gens qu'il a reçus, de Larry Coryell à Ed Sheeran, à de très très grands musiciens, Wayne Escoffery, Sean Phillips, de très grands noms du jazz qui font, eux, beaucoup de clubs aux États-Unis et qu'il a ramassé à l'appel. Il y a un jeune qui s'appelle Karim Rattas qui a créé un organisme qui s'appelle Liban Jazz autour des années 2004. Et Karim a beaucoup proposé de très grands artistes, surtout européens. Il les a proposés au Music Hall
à Beyrouth. Et il y a quelques-uns de ces artistes dont lui, il s'occupait d'ailleurs, donc il gérait. Il les a présentés à des festivals aussi. Donc voilà, il y a eu aussi un club qui s'appelait le Raz. Je vais vous parler de quelque chose de spécial, donc le jazz pendant les années de guerre et comment on est arrivé à toutes ces programmations et à ces clubs. Pendant la guerre, évidemment, il n'y avait pas de jazz au Liban, sauf que autour des années 84-85, il y a un groupuscule de musiciens dont je faisais partie qui a commencé à s'intéresser à cette musique. Il y a ceux qui voyageaient aux États-Unis, qui ont découvert le jazz et sont revenus au Liban. Il y a ceux qui, comme moi, sont tombés dans une caisse de 33 tours et ça a fait exploser mes neurones. Ça dépend. Et il y a plusieurs groupes qui se sont développés. Il y avait deux Beyrouth, malheureusement, Beyrouth Est et Beyrouth Ouest. À l'Est, il y avait trois groupes. Un dont je faisais partie et on jouait dans un club qui s'appelait le Ragtime à l'époque, c'était à Faraya. En semaine, je chantais avec des musiciens au rétro à Beyrouth, à la rue Sursaut. Il y avait une autre chanteuse, Myrna Boulos, aussi, qui s'intéressait au jazz, qui travaillait avec Pierre Abadjian, deux étudiants de l'Alba, et qui ont développé un répertoire. Et ils ont signé un contrat dans un petit club qui était à Jounier. Il y en a peut-être qui s'en souviennent, le Jazz Club, à côté de la TCL, pas loin. Donc, il y avait ces groupes qui se sont développés. Les gens du rétro, le rétro réunissait deux fois semaine tous ces musiciens et on faisait des jams. Il y avait Maurice Khoury à la guitare, il y avait Serge Gelalian, le fils de Bokhos Gelalian, qui a été le prof de musique de Ziad Rahbani. Donc Serge était à la contrebasse, il y avait Claude Barsali qui était à la trompette, il y avait Joël Khoury qui venait des États-Unis, qui avait fait des études de jazz et qui était au piano. Oussama Rahbani a transité par là. Donc, plusieurs formations se sont développées et on a commencé à faire un peu bouger les choses et à découvrir cette musique de plus en plus et à présenter un répertoire de plus en plus enrichi de semaine en semaine. Parallèlement, à l'ouest, les choses se développaient différemment parce que Ziad Rahbani était un noyau principal, un pivot où tous les musiciens tournaient autour. C'était orbité. Et Ziad a développé le talent et a enrichi le talent de plusieurs musiciens, dont Toufi Farouk, dont je vous ai parlé tout à l'heure, un grand saxophoniste. Il y a eu Khodr Bedran, un pianiste, plusieurs musiciens, plusieurs. Fouad Afra à la batterie, Nidal Abou Samra, saxophoniste, beaucoup de musiciens. Et Ziad avait commencé à s'intéresser à faire une musique un peu jazzifiée et à introduire des sonorités jazz dans sa musique, qui était déjà orientale, mais dissociée de celle de son père et de son oncle, et à laquelle il a donné un goût spécial. Je vous invite d'ailleurs à aller écouter sur YouTube Sahar Ba'd Sahar, interprété par Ziad Rahbani avec Abou Toutounja au saxophone et qui est une quintessence musicale magnifique et qui illustre vraiment le ton que Ziad a donné au jazz qu'on veut appeler oriental, mais que lui détestait appeler jazz oriental parce que pour lui le jazz c'est le jazz, un peu comme tous les puristes comme moi et qui disent qu'il est à saveur. Donc, c'est l'épice. Donc, Ziad avait commencé à développer donc, une musique à l'ouest et Ziad était bien placé parce qu'il recevait beaucoup de musiciens étrangers qui venaient enregistrer avec notre légendaire Fayrouz. Et il a profité un peu de la présence de ces musiciens jusqu'en l'an 2000, plutôt 98, en 1998, alors que je retournais au Liban. Il avait autour de lui trois musiciens américains, Jack Gregg, qui est d'ailleurs dans le Fakebook de jazz et qui a ses compositions personnelles, un contrebassiste. Il avait autour de lui Steve Phillips, un batteur,
Et il avait fait venir Tom Horning, un saxophoniste aussi américain. Et ces gens-là sont restés au Liban et sont décédés au Liban, sauf Tom Horning qui est encore en vie, heureusement, et qui aujourd'hui travaille au Conservatoire national de musique, vu qu'il a épousé une Libanaise. Donc, ces gens-là ont beaucoup travaillé dans le jazz autour des années 98 jusqu'en 2000 quelque chose, et avec qui d'ailleurs j'ai pu me produire. On avait créé un festival au centre-ville de Beyrouth pour lancer le jazz et pour l'introduire aux gens. Et beaucoup de musiciens ont transité sur cette scène. C'était les jeudis, vendredis, samedis en 1988 sur la rue Bégan, Poche à Lambie. Dans ce coin-là, c'était encore apocalyptique comme cadre, mais Solidaire a voulu encourager l'idée de faire un festival. Et depuis, il y a eu le festival de Beyrouth qui était sur la marina du Saint-Georges, le Zaytoun Abbé. On avait utilisé cet espace pour faire sur 2 années des festivals. J'y avais participé, ils avaient une très belle programmation, ils avaient cherché John McLaughlin, Zakir Hussain, de grands noms aussi qui ont transité. Après, vu que le projet de Zaytoun avait commencé à se développer, ils ont été vers le centre-ville, à côté de l'immeuble du Nahar, au mall du Beyrouth Souk. Et là aussi, il y a eu plusieurs spectacles qui ont été donnés et plusieurs invités dans le jazz. J'ai pu m'y produire et j'ai pu me produire avec Freddie Cole, le frère de Nat King Cole, qui était venu pour un concert. Et d'ailleurs, on avait célébré son anniversaire ce soir-là sur scène. Donc voilà pour vous dire que en parallèle au festival, il y avait un mouvement dans les clubs qui émergeait et ça bougeait beaucoup. Et je peux, avec toute humilité, dire que beaucoup de musiciens et moi-même avons contribué à encourager les jeunes à découvrir cette musique et puis à l'apprendre. Il y a aussi un pianiste dont je dois parler, Arthur Satyam, un jeune Arménien qui était venu au Liban et qui a épousé une Libanaise qui est prof au conservatoire de musique et qui, lui, avait fait des études dans le jazz et qui a beaucoup, beaucoup collaboré et travaillé avec plusieurs musiciens. Il a été, en quelque sorte, un grand initiateur et professeur pour plusieurs musiciens. Aujourd'hui, Arthur est aussi au Conservatoire national de musique avec Tom Horning et plusieurs autres musiciens. Ils ont développé un département de jazz. Donc aujourd'hui, nos jeunes peuvent apprendre le jazz spécifiquement au conservatoire, pas rester dans le solfège et la musique classique, ils peuvent se diriger vers un apprentissage de jazz. Il reste une chose que j'ai mentionnée pour clore, c'est que c'est vrai qu'ils sont en train d'apprendre et qu'ils sont en train de jouer entre eux et c'est tout un enrichissement. Cependant, le jazz, plus vous voyagez, plus vous jouez avec d'autres musiciens, plus vous vous développez. Et c'est ce qui, en quelque sorte, m'a un peu aidé. Parce qu'en restant sur place, c'est vrai que vous conversez tous les jours avec des musiciens, mais la conversation peut se limiter à l'apprentissage de chacun. Alors que quand vous allez vers des musiciens qui ont un autre apprentissage, le langage devient plus intéressant et vous développe automatiquement. Voilà pour le Liban. Merci infiniment, Renda. Tu nous as fait un panorama extraordinaire en quelques minutes. Mais j'imagine que tout le monde veut savoir un peu plus sur toi. Donc, peux-tu nous dresser ou nous partager, comme on dit ici, un peu de ton parcours et de ta contribution, non pas seulement au Liban, mais partout dans le monde? Je Euh, connais ta grande modestie, donc s'il te plaît, mets-la de côté un peu. je Oui, parle en soi, je vais juste enlever le chapeau parce que j'ai chaud. oui, oui. Euh, alors, moi, j'ai commencé, donc, comme je l'ai mentionné pendant que je parlais du jazz en général, par découvrir le jazz. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'écoute. Et effectivement, j'ai commencé avec les musiciens de bord. Euh,
Je suis une puriste et moi, j'aime les voix. Il y a de très grandes voix dans le jazz. Une voix qui a les prouesses vocales d'Ella Fitzgerald ou bien d'autres chanteuses. C'est fabuleux. Mais moi, je suis plus une personne qui est dans les émotions et qui privilégie la voix de Billie Holiday. Donc, et j'aime quand il y a des éraflures, j'aime quand il y a de l'émotion, j'aime quand on sent la douleur, parce que finalement, le jazz, il vient d'une douleur raciale. C'est des gens qui ont été, qui ont eu très mal et qui ont voulu s'exprimer musicalement. Donc, et je crois que le jazz, souvent, quand il est très pur et très profond, il émane d'une douleur quelconque chez les musiciens. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas un jazz joyeux comme le Dixie ou comme le bebop, parce que là aussi, parfois, ça m'étonne. Il y a des gens qui me disent, oh, j'aime pas le jazz, il me rend triste, ce qui est un peu ils confondent et là encore, il y a des confusions entre le blues, le jazz et différents styles de jazz. Donc moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est au début de m'attarder sur des standards, tout simplement. Et puis j'ai eu envie à un moment donné, moi qui avais quitté la langue arabe très jeune, d'y revenir et de chanter en arabe. Un sacré défi parce que je n'ai pas euh, le chant traditionnel et je ne sais pas euh, chanter comme les traditionnels ou les puristes aiment entendre quelqu'un chanter l'oriental. Cependant, c'était une expérimentation comme tout dans le jazz, on expérimente. Et j'ai finalement trouvé que ça avait réussi parce que grâce à des textes que moi j'ai écrits ou que Henri Zrem m'a écrits et qui ont été interprétés d'une manière simple, minimaliste, mais sur une musique très, très riche. Donc voilà en gros pour ma carrière. Et c'est vrai qu'avant de me de m'arrêter sur le jazz à l'adolescence, j'étais dans la musique francophone et que chez moi, à la maison, ma mère écoutait beaucoup Charles Aznavour et des auteurs français. Donc là, mon tout dernier album, le cinquième, est un hommage à Charles Aznavour, mais en jazz. Pourquoi? Parce qu'Aznavour avait sorti un album qui s'intitule Jazz d'Aznavour. Aznavour a connu les milliers de jazz en France et il s'est intéressé à cette musique. Et toutes ces orchestrations sont très big band et très jazzy. Alors voilà, et le défi était de chanter Aznavour avec une voix féminine et de nouvelles orchestrations, toujours jazz, mais différentes que les big bands que lui, il avait créées. Alors voilà pour mon parcours, avec toute humilité. Avec beaucoup d'humilité, parce que parfois je croise Linda dans la rue, elle me dit, ah mon Dieu, j'étais à New York, j'étais en train de chanter dans un club. Que fais-tu, Linda, maintenant? Ben voilà, je sors un album. Merci beaucoup. D'ailleurs, les gens Renda a son propre site web en ligne et les gens qui veulent en savoir plus ou écouter sa musique et sa voix, ils pourront aller la googler, comme on dit de nos jours. Et voilà. Est-ce que Renda, c'est vraiment quelque chose sur le vif? Tu veux nous interpréter Bent Chalabiya ou quelque chose de Aznavour ou tu te sens pas à l'aise? C'est difficile parce que Oui. jazz, faire du a cappella, on a Mm. besoin d'une rhythm section. En fait, la formation minimale dans le jazz, c'est d'avoir un trio, donc piano, contrebasse et batterie, pour Mm. avoir ce rhythm section. Sans rythme, c'est très difficile et ça fait pauvre et ça ne donne pas, euh, ça ne fait pas honneur au morceau tel qu'il est enregistré. Donc, je suis vraiment désolée. Non, non, tu es l'experte, ma chère. Oui. Et je n'ai pas ma voix encore. Si vous voyez, j'ai monté exprès parce que je n'ai pas une voix pure ces temps-ci. Je suis encore avec des résidus covidiens. Oui, oui, non, mais c'était comme ça, quelque chose sur le vif. Bon, je vois que le temps a passé très, très vite. Si tu es d'accord, on peut ouvrir la séance aux questions pour les gens qui ont des questions. Et je peux, en attendant, te lire tous les commentaires qu'on reçoit dans le chat. Alors, euh, voilà. Bon, alors, un résumé. Euh,
un bel exposé, clair et riche. Dommage, je connais pas les extraits musicaux, mais malheureusement, ce sont nos limitations de Zoom. Très compréhensible résumé de l'histoire du jazz libanais. Merci. Quelqu'un qui te salue. Et Lilianka qui nous écrit, j'ai voyagé dans l'espace et dans le temps à travers des générations au son du jazz de Baalbek, de Brooklyn et de Cuba. Ça fait vraiment plaisir. Donc, est-ce que si vous voulez, s'il vous plaît, levez la main virtuellement ou en pressant sur l'icône, si vous avez des questions pour Renda. Voilà. Mary? Voilà. Moi, c'était simplement pour remercier Randa. Parce que Randa, je peux vous dire quelque chose, c'est que j'ai appris tellement de choses aujourd'hui. J'étais complètement ignorante à propos du jazz. J'aimais bien, mon mari aime beaucoup, alors je reste souvent avec lui, on écoute. Mais, et je sais que c'est une musique qui est triste, qui vient d'une douleur quelque part. Ça, je le sentais. Je ne le savais pas, mais je le sentais moi-même. Mais j'ai tellement appris de choses et surtout que le Liban était ouvert finalement au jazz. Moi, je ne savais pas qu'il y avait. J'ai quitté le Liban très tôt en 75, donc je ne savais pas du tout qu'il y avait du jazz au Liban et ça me fait plaisir. Et surtout, ce qui m'a fait plaisir, euh, c'est exposé à propos des festivals au Liban, parce que je sais qu'il y a de plus en plus de festivals. Et là, tu as donné à chacun sa place. Et j'aime beaucoup ça. Parce que, bon, pour moi, peut-être le festival de Byblos n'avait aucune importance, mais là, tu as donné à chaque festival sa place dans la vie musicale du Liban. Et je te remercie. Je voudrais simplement te demander le YouTube de jazz de Ziad Rahmani que tu nous as conseillé d'écouter. Comment je n'ai pas retenu le titre, Randa, s'il te plaît? سهر بعد سهر. صغار بعد صغار. سهر بعد سهر تيحرز المشوار. Ah, C'est une هذا très طيب. belle chanson donc, qui a été composée par As et Rahbani, mais que Ziad a réorchestrée à sa manière et qui est d'une beauté. Merci beaucoup, Randa. Merci, Merci, c'était parfait. ça Merci me touche beaucoup. énormément. Merci. Gisèle? Faut ouvrir ton micro, Gisèle. Et je suis en train de vous mettre le lien vers Merci la beaucoup. pièce Sahar Ba'd Merci, Sahar. Frida. Oui, Merci dans le beaucoup, chat. Linda. Merci et vraiment énormément. Comme me disait Mary, tu as bien dressé le tableau. Et moi, qui ai couvert beaucoup de festivals au Liban, pas Là, simplement c'est le neveu de la conférence. concernant le jazz, mais Hmm. je ne savais plus qu'est-ce qui était du ressort du jazz, non. Et là, tu nous as bien, si tu veux, catégorisé les spectacles, en fait. Mais il y a une chose qui m'a toujours étonnée un petit peu. Et je mettais ça sur le compte de mon ignorance. Quand on parle du festival de jazz, par exemple, de Montréal, est-ce qu'on n'est pas en train de galvauder un peu le jazz? Parce qu'il y a de tout. Il y a du rock. Alors, quelle est la limite? Comment ils peuvent se permettre? Parce que d'après ton exposé, il y a vraiment une ligne directrice pour le jazz qui est celui du langage, de la conversation. Et c'est ce que je comprenais. C'est pour ça que je suis étonnée par ce festival de jazz. Qu'est-ce qui est jazz de ce qui ne l'est pas? Très bonne question, merci de la poser parce que effectivement, ça touche euh, à une globalité. Le jazz a toujours appartenu à une niche de gens, pour ne pas dire élitiste, parce que le mot que Madame Ambar avait utilisé au début. Mais c'est vrai que vu que ça demande une bonne écoute et particulièrement au Liban, comme ce n'était pas offert ni dans les écoles, ni à la portée de tout le monde, c'est vrai qu'il pouvait être élitiste dans certains endroits. Cependant, on est en Amérique du Nord, donc le contexte est différent. Dans les écoles, on apprend le jazz. Il y a des universités qui développent, qui ont des départements de jazz et tout. Le Festival de jazz de Montréal en particulier, et même celui de Montreux, qui est un très grand festival, diffère un peu de celui de Newport euh, à Rhode Island aux États-Unis ou bien celui en Californie euh, parce qu'il a beaucoup grandi et son but n'est plus le même.
Il y a du commercial, il y a le tourisme qu'on a voulu faire exploser à Montréal autour du festival parce que c'est une invasion des Américains en ville qui dépensent et ça amène beaucoup de touristes. Et là, d'année en année, la programmation a changé. La programmation a eu des influences. Au début, c'était world music. Et quand je parle de world music, on avait commencé par le brésilien et le cubain et l'oriental parce qu'ils avaient reçu Rabia Abou Khalil dans les années 90. Euh, mais petit à petit, ils ont été vers autre chose. Et je vois ça même au niveau de la francophonie. Et c'est malheureux parce que les puristes, euh, ne sont pas contents par rapport à ça. Ils n'ont plus leur place. Aujourd'hui, des musiciens, des légendes du jazz ne sont pas programmés. Ils ne sont pas invités à participer à ce genre de festival, alors qu'on voit des noms qui n'ont rien à voir avec le jazz. Comme l'année dernière, le plus grand concert du festival de jazz était une chanteuse inuite. Et c'était le plus grand concert du festival qui a pris le plus de succès et qui a attiré le plus grand nombre de gens. C'est malheureux. Mais il y a une chose aussi, c'est que parfois de très grands musiciens euh, sont dans des salles et la programmation dans les salles est coûteuse. Donc, il faut acheter des billets. C'est triste parce qu'avant, ils amenaient de très grands musiciens dans la rue et ça, c'était des concerts qui étaient offerts à tout le monde. Aujourd'hui, on ne voit pas ça énormément et les billets sont peut-être très, très chers pour une certaine classe de personnes, ce qui le rend à nouveau élitiste pour revenir, pour boucler la boucle. Je voulais juste mentionner quelque chose qu'un très cher, une personne très chère à moi qui je vois a participé, Dr Zatari, un fou de jazz, un grand aficionado du jazz et qui m'avait fait l'honneur de me demander de chanter à son mariage au musée Sursaut il y a quelques années. Lui avait joué au piano et moi j'ai chanté le premier morceau alors que sa belle mariée descendait l'escalier. Il est en train de me mentionner que je n'ai pas parlé de Hani Seblin et de Aboud Saadi, donc un bassiste et puis un pianiste. Évidemment, il y a beaucoup de noms que je n'ai pas mentionnés au niveau des musiciens libanais. Je peux vous en citer quelques-uns. Aujourd'hui, il y a Rafi Mandalian, il y a beaucoup de succès et qui est en train de grandir. Aussi, il est à la guitare. Je vais vous donner les noms parce qu'apparemment, c'est important pour Dr Zatari. Donna Khalif, et j'en ai parlé, elle est bassiste. Il y a Tarek Yamani, avec qui j'ai travaillé, qui fait un jazz à New York très spécial, oriental mais mécanique un peu. Il a beaucoup de talent, il explose. Il y a Makram Aboul Hassan qui est à la contrebasse, un très bon musicien. Il y a Joe Awad, un guitariste qui fait aussi, qui mélange de la musique classique baroque avec du jazz et de l'africain dans des rythmes assez spéciaux. Il y a un groupe qui s'appelle Bonne Chose qui se développe aussi. Donc, il y a beaucoup. Au niveau des vocalistes, malheureusement, ça fait 7 ans que je n'ai pas mis les pieds au Liban. Je sais, je les suis, je vois, mais je ne peux pas vous donner un nom précis, mais c'est sûr qu'il y a des chanteuses qui sont en train de faire leur balbutiement. Une petite question, Randa. Ouais, Avant tout, merci beaucoup. Un moment merveilleux de t'écouter. Mais j'aurais aimé que tu me dises, par exemple, tous ces joueurs de jazz comme Oscar Peterson, qui était un Canadien, et d'autres aussi, ont commencé par le classique avant. Ils ont tous fait du classique avant d'arriver au jazz. Est-ce que j'ai tort ou j'ai raison? Non, vous n'avez pas tort. Pour commencer par la musique, l'apprentissage musical, évidemment, on commence par le solfège et après, on joue de la musique classique et après, on va vers autre chose. Mon pianiste avec qui je travaille beaucoup, Cyrus Chestnut, a une formation de classique et après, il s'est spécialisé dans le jazz. Donc, il a été vers la Berklee School of Music que j'ai été fréquenter après pour justement faire un jazz qui est très métissé. Et c'est très drôle parce qu'il peut être sur scène avec moi à faire du jazz et le lendemain, il est avec Kathleen Battle à l'accompagner dans des chants religieux ou bien sur des airs d'opéra. Donc, effectivement, vous avez totalement raison. Pas tout le monde, parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai mentionné,
Au niveau des écoles, on peut d'ores et déjà commencer avec une formation jazz simplement, mais c'est sûr que si vous avez un background classique comme ce musicien montréalais Chili Gonzalez a fait, ça vous donne un esprit qui explose parce que vous avez une discipline d'enfer, vous avez une connaissance approfondie de la musique et puis vous pouvez euh, improviser dans des directions parce que quand vous improvisez, c'est votre cerveau qui travaille et qui fait des connexions musicales, des accords musicaux. Et il y a une complexité magnifique qui se fait au niveau du cerveau et qui est interprétée sur les instruments. Alors, dans ce sens, oui, plus vous avez de formation, plus vous pouvez aller dans des directions. Oui, ça vous donne un espace jusqu'à l'infini. Et ça, on le sent très vite quand on est sur scène avec des musiciens qui ont cette formation et qui ont cet esprit qui peut voyager. Mm. Les improvisations, ça se sent très, très vite. Oui. Ouais. Merci beaucoup. Il y a une question dans le chat aussi, Renda, je vais te la lire. C'est de Alex Strong Saad. Salut, merci bien pour votre présentation aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé. J'ai une question. Pensez-vous que le jazz libanais ou la musique libanaise ont eu un impact sur le développement du jazz nord-américain, notamment pour les artistes qui sont joués au Liban? Euh, Probablement pas, Monsieur Saad, pour la simple raison que c'est deux mondes. Dans le cas, par exemple, de Tarek Yamani, qui est un pianiste libanais et qui introduit beaucoup de notes orientales dans sa musique et qui part du ma'am vers autre chose, ça peut, oui, dans des milieux assez underground, aujourd'hui à New York, là où il he's performing, là où il se produit, oui, ça peut influencer. Il y a pas mal de musiciens qui ont transité par le Liban. euh, un contrebassiste dont j'oublie le nom, je vais m'en souvenir et vous envoyer le nom, la mémoire flanche à un moment donné. Il est revenu aux États-Unis, il a travaillé dans des milieux académiques et effectivement, il peut leur proposer. Il y a le grand oud player, Shaheen, qui est aux États-Unis, en Californie, et qui lui aussi a beaucoup travaillé et a fait des introductions de la musique orientale. Maintenant, de là à mettre ça dans un contexte que oui, on a d'une grande influence ou un très grand impact, je ne peux pas vous le confirmer dans un sens où c'est très ponctuel. Ça se passe par rapport à un artiste. Il n'y a pas un mouvement oriental ou de musique, de jazz libanais qui arrive aux États-Unis et qui brasse les choses. Non, ça se passe gentiment, peut-être à long terme, oui, parce que comme quand moi je chante en arabe, euh, caravane, ou bien avec des vocalises à l'oriental, ou quand Tariq Yamani joue, c'est sûr qu'on finit par euh, interpeller les tympans des Nord-Américains et des puristes américains. Maintenant, combien l'impact peut être solide, je ne saurais vous le dire. Je crois que c'est des choses qui se confirment avec le temps parce que ça voyage tranquillement et puis on voit les effets. Comme pour toute la musique d'ailleurs. Vous jouez un morceau sur la radio le premier jour et après vous voyez, ça peut éclater, ça peut mourir. Donc, je ne sais pas. Merci infiniment, Renda. Pour les gens qui veulent suivre Renda, évidemment, elle a son propre site web, sa page Facebook, et j'espère que tu vas nous préparer quelque chose aussi cette année à Montréal pour qu'on puisse aller t'écouter. Donc, Euh, si, oui, oui, voilà, j'ai pas d'autres questions. bien, ben, c'est à moi de vous dire encore merci, Randa. Un Merci. grand merci pour cette Merci beaucoup. conférence passionnante qui nous a initiés sur la richesse musicale du Liban en matière de jazz. Quand on peut dire Baalbek, Bet Din, Byblos, ça fait rêver hein, en matière de jazz. On n'était pas tellement au courant, peut-être qu'il y en a qui étaient beaucoup plus au courant, mais nous, les résidents au Canada et au Québec en particulier, on n'était pas très souvent au courant de ce qui se passait en matière de jazz au Liban. Alors, un grand, grand merci. C'était vraiment passionnant. Je vous souhaite à tous nos auditeurs, je vous souhaite de très bonnes fêtes d'année en santé
Et on se retrouve en janvier pour d'autres conférences culturelles tout aussi intéressantes. Donc, je vous dis au revoir et à janvier prochain, j'espère. Merci beaucoup tout le monde. N'oubliez pas qu'on a une page Facebook pour le CELQ si vous pouvez suivre nos activités. Merci beaucoup, Renda. Merci À vous. beaucoup. C'est cool, À la Laurie. prochaine. Merci. Merci.